Salut à tous, bienvenue dans Club JDR. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 décembre 2017, dans cette période un petit peu de fête de fin d'année. Je suis Guillaume Vendée et j'ai la joie et l'immense honneur de retrouver Jean-Michel Abrassard. Salut Jean-Michel, comment ça va ? Ouais, ça va bien, ça va bien. En plus, on va parler d'un chouette sujet, je pense que ça devrait intéresser beaucoup de monde. Ça va intéresser même probablement ceux qui sont pas forcément plongés dans l'univers du jeu de rôle. Donc c'était évidemment encore une fois à ton initiative que tu as préparé un petit peu cet épisode de Club JDR façon journal du meneur. Alors on va s'intéresser cette fois aux meneurs de l'Appel de Cthulhu, ou en tout cas des jeux liés au mythe de Cthulhu et dans l'univers de Lovecraft. Une des remarques qu'on peut avoir assez souvent, je crois qu'on en avait débattu d'ailleurs ça faisait suite à un échange dans un groupe Facebook sur le jeu de rôle. Il y a souvent la remarque de dire l'Appel de Cthulhu, c'est toujours les mêmes monstres, on a l'habitude de voir les mêmes thèmes abordés. Et puis je crois qu'on avait déjà commencé à répondre, on avait dit et on était assez vite tombé d'accord sur le fait que non, il y a plein d'autres choses à explorer, il n'y a pas que les livres de Lovecraft d'ailleurs. Et ce qui était intéressant pour cet épisode, c'est que tu voulais refaire un petit panorama des différents ouvrages liés au mythe de Cthulhu et typiquement Lovecraftien. Je crois que c'est intéressant parce que l'on pratique le jeu de rôle ou pas, on risque d'être intéressé. Alors on vient après les fêtes de Noël, on aurait pu faire l'épisode avant pour suggérer des achats au pied du sapin pour les gens, mais il est jamais trop tard pour réveiller la culture du mythe de Cthulhu. Alors comment est-ce qu'on peut fonctionner, Jean-Michel ? Est-ce que tu as des petites remarques avant d'ailleurs de commencer ce panorama ? Ouais, principalement, oui, je pense que, oui, comme tu l'as bien dit, on va faire un podcast un peu plus littéraire cette fois-ci. Bah, bien entendu, on peut jouer à l'Appel de Cthulhu sans jamais lire du mythe de Cthulhu. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui le font. Bon, les meneurs de jeu, je crois que c'est un peu malheureux si vous maîtrisez l'Appel de Cthulhu sans jamais avoir rien lu de l'Appel de Cthulhu, mais en tout cas des joueurs, c'est vrai que souvent j'entends dire tout ce que je sais de l'Appel de Cthulhu, c'est ce qu'on fait dans les parties de jeux de rôle, et donc bon, c'était une option, mais je crois que ça peut se priver d'une littérature surabondante, particulièrement fascinante, je pense. Et ici, je me proposais de les couvrir dans l'ordre chronologique. Évidemment aussi, ce que je voulais dire, c'est que c'est impossible de couvrir tous les auteurs du mythe, il y en a beaucoup trop, c'est une liste interminable. J'ai fait une sélection de ce que je considère comme les auteurs principaux avec un bémol, parce que je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont me dire « Ouais, mais t'as pas cité un tel qui est vraiment important ». Justement, il faut qu'ils complètent la liste dans les commentaires sur le site et puis qu'ils aillent déposer leurs petites recommandations pour compléter cette liste à la limite. Il faut que ce soit vivant. Ouais. Mais c'est pas aussi parce que je les connais pas, mais c'est aussi parce que je n'ai pris que des auteurs j'ai pris que les auteurs majeurs parce que je lis aussi beaucoup d'auteurs mineurs. Hein. J'ai des anthologies avec des tonnes de nouvelles de l'Appel de Cthulhu dont je ne me souviens pas des noms des auteurs, tout simplement. Hein. C'est gai de prendre des auteurs, des anthologies contemporaines et de les lire, et voilà. Mais aussi, j'ai quand même sélectionné des auteurs qui sont vraiment frais dans ma mémoire et donc je suis certain d'avoir lu moi-même, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un ou deux auteurs majeurs où j'ai lu une nouvelle par-ci par-là, mais elle m'a pas frappé. Je voulais pouvoir vraiment dire quelque chose, donc et pas juste me contenter d'aller sur la page Wikipédia et raconter ce que la page Wikipédia en dit, quoi. Donc, ce dont je parle ici, c'est que non seulement je les ai lus, mais toutes les nouvelles dont je parlais, elles m'ont particulièrement frappé et inspiré. Donc c'est un peu mes recommandations aussi. Et donc voilà. Si, je m'excuse pour les auteurs que je ne vais pas citer de toute façon. Et puis un petit préambule aussi, et c'est ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, c'est que les ouvrages de Lovecraft, c'est peut-être pas forcément les plus accessibles et les plus faciles à lire. Ils ont le mérite de plonger tout de suite dans le thème sans passer par des chemins de traverse. Mais par contre, ils peuvent être assez, je trouve, abrupts à lire. Les personnes qui découvrent les livres de Lovecraft peuvent parfois être un peu surpris de la teneur de la construction des phrases et puis l'enchaînement des thèmes. Ça peut être très lent, très amené de manière insidieuse. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de ces ouvrages. Moi, je me rappelle que j'avais découvert avec l'affaire Charles Dexter Ward, qui est un livre, je pense, assez connu. Mais je pense pas que ce soit le plus représentatif du style et de la façon d'écrire de Lovecraft, paradoxalement. Mais bon.
Oui, mais c'est quand même un des meilleurs. Hein. Je pense que il a un style assez. Oui, alors il faut voir aussi entre la traduction et l'original. Enfin, je pense que Lovecraft est assez difficile à traduire. Il a été traduit récemment et on m'a dit que les traductions récentes sont meilleures. Personnellement, je le lis en anglais, donc. Mais c'est vrai qu'il a un style très particulier. De ceci dit, bon, parfois on se moque de son style, mais dans le fond, c'est un grand écrivain, donc il a un style assez justement particulier parce que c'est un grand écrivain et du coup pour le traduire, c'est comme traduire Tolkien. Je crois qu'il y a moyen de se prendre vraiment sérieusement la tête sur comment traduire ça. Mais oui, donc ce qu'on va aussi pointer, c'est justement que le mythe qui est dans le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Donc c'est vrai qu'on j'utilise mythe de Cthulhu ou appel de Cthulhu pour les deux, mais ce qu'il y a dans le jeu de rôle n'est pas forcément le mythe tel qu'on le trouve ailleurs. Et le mythe de Cthulhu qu'on trouve dans le jeu de rôle l'appel de Cthulhu, c'est le mythe tel qu'il a été conceptualisé ou systématisé par Sandy Peterson, qui est le créateur de l'appel de Cthulhu au début des années 80. Mais il y a évidemment d'autres conceptualisations qui sont possibles. Je ferai parfois référence à l'épisode récent que j'ai fait avec Xavier pour le podcast des livres dont vous êtes le héros. On a parlé de Derlet. Auguste Derlet, lui, il avait une autre conceptualisation du mythe de Cthulhu avec des dieux bons et des dieux mauvais, et puis des dieux élémentaires. Bon, la plupart des gens détestent cette version-là, mais c'est pour la dire quand même. Voilà, c'est pour dire qu'il y a moyen de conceptualiser, et souvent il y a des choses que les gens ont vu dans le mythe de Cthulhu, dans l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, et ils pensent que c'est ce qu'on trouve chez Lovecraft, mais c'est pas vrai, c'est là où c'est pas toujours vrai. On va en donner plein d'exemples, hein, mais par exemple, l'exemple le plus classique, c'est donc on a Shub-Niggurath, le bouc aux 1000 chevreaux. Et donc le bouc aux 1000 chevreaux, c'est juste c'est une expression qu'utilise Lovecraft pour décrire Shub-Niggurath. Dieu seul sait ce que ça veut dire, mais c'est prodigieusement génial, mais il n'en dit rien d'autre. C'est un qualificatif qui est mis après Shub-Niggurath, le bouc aux 1000 chevreaux. Bon. Et il n'y a pas de contenu pour Lovecraft derrière ça. C'est juste les auteurs projettent dessus ce que ça veut dire. Et donc, par exemple, chez Sandy Peterson, dans le jeu de rôle de l'appel de Cthulhu, il va imaginer que les fameux boucs de Shub-Niggurath sont des sortes d'arbres vivants, donc des Ents dans Tolkien, mais hyper agressifs. Je sais, on n'en a pas encore rencontré dans les parties de jeux de rôle de Club JDR, mais c'est un des monstres. Et donc, c'est Sandy Peterson dans le jeu de rôle qui codifie ça. Alors, l'astuce, c'est que le jeu de rôle est devenu tellement populaire que maintenant, dans l'imaginaire collectif, les boucs de Shub-Niggurath, c'est ça. Mais c'est lui qui a imaginé ça. Il s'est assis, il s'est dit, bon, ok, Lovecraft écrit Shub-Niggurath, le bouc aux 1000 chevreaux. Donc, ces chevreaux, c'est quoi la progéniture de Shub-Niggurath? Et il s'est dit, bon, on va faire des Ents qui sont vraiment très agressifs. Mais donc, voilà, il faut aussi se méfier de ce qu'on voit dans le jeu de rôle. C'est pas forcément ce qu'on trouve chez Lovecraft lui-même. Et donc, forcément, quand tu lis Lovecraft, pour revenir à ce que tu disais, on peut être un peu surpris de ce qu'on découvre, puisque c'est pas forcément ce qu'on a vécu dans le jeu de rôle ou ce qu'on connaît du jeu de rôle. Enfin, le jeu de rôle nous donne une porte d'entrée enfin, on va dire que le mythe de Cthulhu chez Lovecraft n'est pas le mythe de Cthulhu dans l'appel de Cthulhu. Ouais, c'est une interprétation qui est celle-ci parce qu'elle était appropriée probablement déjà au jeu, et puis aussi parce que c'était tout simplement la vision de l'auteur. C'est là où on a des parallèles à faire entre la construction d'un jeu de rôle et la construction d'une œuvre littéraire. C'est d'ailleurs tout le sujet, je pense, de cet épisode. Exactement, et puis de toute façon, on va voir que les écrivains qui ont écrit dans le mythe de Cthulhu, non pas des jeux de rôle, mais des nouvelles ou des romans, ils vont faire exactement la même chose. Ils vont réinterpréter à leur sauce. En gros, chaque auteur réinterprète et crée un nouveau mythe de Cthulhu à sa sauce. Plus ou moins bien, ou plus ou moins original, mais en gros, c'est ça le jeu. Donc, le premier auteur dont je voulais parler, c'était Robert Chambers. Donc, lui, il a créé Le Roi en jaune, que les auditeurs du podcast connaissent bien parce que je suis assez fan du Roi en jaune, et je pense que la plupart des meneurs de jeu de l'appel de Cthulhu, en tout cas, il y a pas mal de productions dans le jeu de rôle qui portent sur le Roi en jaune. C'est un grand ancien qui a inspiré pas mal de monde. Et ce qui est vraiment fascinant, évidemment, c'est que Robert W. Chambers, il date d'avant Lovecraft. C'est la génération, ce qu'on appelle la première génération d'auteurs du mythe. Donc, c'est-à-dire que Lovecraft s'inspire d'un certain nombre d'auteurs, et on les connaît parce qu'il a écrit un essai sur
sur le style du roman d'horreur, où il cite tous les auteurs qu'il aime bien. Donc, Lovecraft nous a fourni une liste d'auteurs à lire. Il nous a fait une partie de l'épisode, du coup, il est sympa. C'est clair. Mais ici, dans la première génération, donc les précurseurs de Lovecraft, je ne vais citer que Chambers. Mais alors, ce qui est super marrant, en plus, c'est que Chambers lui-même, pour moi, Chambers crée le Roi en jaune tel qu'on l'a plus ou moins dans le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu. Mais il se base lui-même sur un auteur encore antérieur qui est Ambrose Bierce avec un B. Ambrose Bierce. Alors Ambrose Bierce, le Roi en jaune là-dedans, n'a rien à voir avec ce que nous on connaît. C'est une sorte de divinité qui a l'air d'être une divinité. Bon, la nouvelle, il a fait 2 nouvelles, mais c'est Haïtad Shepherd, donc oui, je l'ai en anglais évidemment, le berger Haïtad. Donc on a l'impression que c'est un dieu de la nature, comme ça, qui n'a pas l'air très agressif. On est très loin du mythe de Cthulhu, évidemment, hein. Mais il crée ce dieu dans une nouvelle très très courte, et dans une nouvelle qui s'appelle An Inhabitant of Carcosa, donc les habitants de Carcosa. Mais on voit que les mots sont là, hein. Ouais. Il crée le vocabulaire, en gros, hein, Bierce. Ces 2 nouvelles très courtes, il crée une sorte d'ambiance. Et puis, donc, en gros, lui, c'est l'arrière-grand-père de Bierce, c'est l'arrière-grand-père du Roi en jaune, tel que nous on le connaît. Et puis alors Chambers va reprendre, mais lui évidemment il va créer la nouvelle s'appelle Le Roi en jaune, ou alors il en a écrit plusieurs, hein, The Repair of Reputations, donc le réparateur de la réputation. Et dans ces nouvelles-là vraiment, ce qui est absolument génial chez Chambers, c'est que c'est un narrateur inconsistant. Donc en gros il commence à nous raconter des histoires. Et on se rend compte que les événements historiques ne se sont pas déroulés comme on les connaît. Et en réalité, dans le fond, ce qu'il y a, c'est que ces personnages principaux ont lu Le Roi en jaune, la fameuse pièce de théâtre, ou ont vu la pièce. Et en gros, ils sont déjà fous quand l'histoire commence. Et donc Chambers, c'est chez lui qu'on trouve l'idée qu'un livre peut rendre fou, et que c'est la pièce de théâtre qui s'appelle Le Roi en jaune. Mais c'est tout, il n'y a pas d'autre aspect du mythe. Mais évidemment, l'idée même qu'un livre est capable de rendre fou son lecteur, c'est une idée cruciale dans le mythe de Cthulhu, évidemment. C'est fondateur. Ouais, on se rappelle que dans le jeu, je crois que c'est dans la 7e édition, hein, il y a un paragraphe entier sur les bouquins. Je crois que d'ailleurs dans les autres éditions aussi, il y a des gros chapitres qui parlent de ça, et c'est effectivement central. Ouais. Et d'ailleurs, il y a un nouveau jeu qui vient de sortir qui s'appelle The Yellow King, donc le roi jaunâtre, de Stephen Lowe. En tout cas, c'est un des plus grands auteurs de jeux de rôle actuels, hein. Enfin, pour moi, c'est une star dans les créateurs de jeux de rôle. Et donc, ce nouveau jeu qui vient de sortir, malheureusement, il a été kickstarté, mais bon, le prix d'entrée était trop cher pour ma bourse actuelle. Mais je crois que c'était 60 € le prix d'entrée. Quand on a un enfant, on n'a plus d'argent à investir dans le jeu de rôle. Faut revoir ses priorités, mais c'est pas grave. Mais j'écoutais justement un live play cette semaine de ce jeu-là, et donc lui, en gros, son idée, ça a été, il a repris le mythe du Roi en jaune tel qu'on le trouve chez Chambers, donc pré-Lovecraft. Et donc le jeu, c'est pas le mythe de Cthulhu, c'est le mythe du Roi en jaune. D'ailleurs, certains spéculent qu'on devrait plutôt dire, au lieu de dire appeler ça le mythe de Cthulhu, on devrait appeler ça le mythe du Roi en jaune, puisque finalement le Roi en jaune serait le grand ancien originel de tout, puisque vous voyez que j'ai commencé par ça. Enfin bon, par baptiser. Le terme mythe de Cthulhu est rentré dans les mœurs maintenant, donc voilà, pour ceux, il y a même carrément maintenant un jeu de rôle qui vient de sortir et qui se base sur le mythe du Roi en jaune tel qu'il est conceptualisé chez Chambers et pas chez Lovecraft. Tu peux nous donner quelques clins d'œil, détails de ce que tu en connais du jeu de rôle, de ce qui change de l'Appel de Cthulhu? Moi, je découvre justement ce jeu. Donc de Yellow King, hein, donc le roi jaunâtre évidemment. Il se joue avec le système Gumshoe, donc vous avez pu le découvrir si vous avez écouté Club JDR récemment avec Gumshoe 1-to-1, hein, que je fais avec Thomas, là, un joueur, un meneur de jeu. Et dans ce système-là de règles, juste pour parler du système 2 secondes, hein, une des caractéristiques, c'est qu'on a les jets d'investigation sont automatiquement des réussites. L'enquêteur obtient automatiquement tous les indices parce que Lowe's considère
c'est-à-dire que ça n'apporte jamais rien dans un scénario d'enquête d'échouer à trouver un indice. Donc on ne doit jamais faire de jet de spot hidden, de trouver objet caché ou des choses comme ça. On obtient automatiquement tous les indices. Et après, c'est aux joueurs de mettre en ordre, de créer de la cohérence ou de faire du sens dans les indices qu'il a. Mais on lui dit jamais c'est pas de bol, t'as pas trouvé l'indice. Bien sûr. Et puis l'autre, mais ça peut arriver dans l'appel de Cthulhu. Tout à fait. Oui, ça, j'ai des souvenirs mémorables là-dessus. Ouais. Et aussi maintenant il a un système de cartes où on donne les cartes aux joueurs. Ça, si vous avez écouté Gumshoe One to One, bon évidemment moi ce que j'ai c'est pas le roi Jonathan, c'est le Confidential. Country Confidential, mais c'est le même système de règles, mais pour un groupe. Hein. Et alors, ce qu'il y a de spécifique dans ce jeu, c'est qu'il y a 3 settings différents. Il y a Paris à la fin du 19e siècle, et c'est dans ça que j'ai écouté le live play récemment. Il y a au début du 20e et à l'époque contemporaine. Mais alors, le début du 20e et l'époque contemporaine, c'est la timeline, la ligne du temps alternative, après qu'elle a été modifiée par le roi en jaune. D'accord. Dans les nouvelles de Chambers. Tandis que dans la période parisienne, c'est quand donc Carcosa et le roi en jaune commencent à se manifester dans Paris et à changer l'histoire telle qu'on la connaît. Hein. Et donc, sinon, pour le live play que j'ai écouté, oui, on n'a pas de monstre cthulhien, mais évidemment, on a tous les trucs de Carcosa, etc. En gros, c'est toujours l'idée que Carcosa essaye de fusionner avec notre réalité, hein, et donc de changer. Donc, dans les nouvelles de Chambers, c'est vraiment, ils ont lu la pièce, le roi en jaune, et cette pièce, une fois qu'on a lu, notre santé mentale n'est plus ce qu'elle était, et alors on commence à percevoir le monde de manière incorrecte. Hein, et donc, on voit des choses qui. Enfin, voilà, la réalité, on n'est plus dans la réalité normale partagée. Hein. Mais dans le jeu de rôle, même ça reste l'idée que c'est pas juste les joueurs qui sont fous, enfin, on peut toujours interpréter ça comme ça, évidemment, mais c'est que Carcosa et le Roi et Jaune essayent de faire un takeover agressif de notre réalité. Takeover agressif, j'adore. En tout cas, la maquette du jeu a l'air vraiment bien faite. Je sais pas s'il y a eu des reviews dessus derrière, mais alors franchement, les images de la maquette sont évidemment. Bon, après, c'est sur la page de Kickstarter que je suis en même temps là, mais la maquette a l'air très chouette en tout cas, très très chouette. Ouais. Bon, de toute façon, c'est un des plus grands créateurs de jeux de rôle actuels, donc et ça a été un méga succès en termes de Kickstarter. Quand il a annoncé ça, tout le monde a pété une durite. L'idée était trop belle. Les paliers se sont envolés, d'accord. Bon. Voilà, et donc ça c'est le premier ancêtre, hein, donc c'est avant Lovecraft. Et puis alors maintenant, ah oui, j'ai pas dit évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve du roi en jaune chez Lovecraft? Eh ben pas grand-chose. C'est-à-dire que Lovecraft, il parle pas du roi en jaune. Vous pouvez pas avoir une nouvelle de Lovecraft ou qui soit sur le roi en jaune ou sur Carcosa ou sur quelque chose comme ça. Ce qu'on retrouve chez Lovecraft, c'est juste qu'à certains moments, il va se lancer dans des incantations et il va mettre des noms de dieux, il va dire, comme on a dit, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath, le bouc aux 1000 chevreaux, et puis il va mettre le roi en jaune dedans, parce qu'il est fan de Chambers, c'est tout, et il va le retaper, quoi. C'est juste un easter egg, en fait, c'est un clin d'œil. C'est un méga easter egg, ouais. C'est un méga easter egg. Ouais. Et alors, ce qui est super marrant, c'est que dans l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, souvent on parle de Astur, hein. On dit Astur comme nom du roi en jaune, et ça vient d'un autre truc qui s'est développé, parce que ce qui est fascinant, évidemment, c'est qu'en fait, cette mythologie, la mythologie du mythe de Cthulhu se développe de manière organique comme une vraie mythologie. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans certaines de ces incantations, il va mettre, donc on reprend, hein, Yog-Sothoth, il y a Shub-Niggurath, le roi en jaune, Astur. Astur, évidemment, ça vient aussi de Chambers, mais si mes souvenirs sont bons, mais Astur, ça, si on lit Chambers, donc l'auteur du roi en jaune, ça a plutôt l'air d'être un lieu ou une place, une planète ou une ville ou quelque chose. Enfin, de toute façon, c'est très vague ce que c'est, mais c'est pas un dieu. C'est certainement pas le nom du roi en jaune. C'est un endroit géographique probablement chez lui. Même pour Lovecraft, on sait pas ce que ça représente pour Lovecraft, mais en tout cas, c'est pas le nom d'un dieu. Mais c'est Derleth, hein, le fameux auteur Derleth, qui a systématisé le mythe de Cthulhu à sa manière, qui va dire, ah ben oui, en fait, quand Lovecraft écrit le roi en jaune, Astur est le nom du roi en jaune. Mais c'est une interprétation tout le monde sauvage. N'importe quel lecteur de Lovecraft, on déteste tous Derleth, hein, non? Donc, on va dire, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment, c'était juste, il disait Shub-Niggurath, le roi en jaune, Astur. C'est clair que dans la phrase, Astur n'est pas un qualificatif pour le roi en jaune. Ouais.
Derlet va imposer ça dans ses histoires à lui, et donc dans la version contemporaine du jeu de rôle, évidemment, Astur est un roi, est un autre nom du roi en jaune, ou le roi en jaune est un avatar d'Astur, enfin, peu importe les interprétations théologiques qu'on a d'autres. On entendrait presque Derlet dire il avait qu'à être plus clair, et puis d'abord je fais ce que je veux avec les virgules, quoi. C'est un peu l'interprétation qu'il fait. Ok. Et ça, c'est un des problèmes aussi de à quel point, oui, Derlet avait une des forces de Lovecraft ou de Chambers et de ces auteurs-là, c'est qu'ils sont pas clairs, et donc on projette sur eux ce qu'on veut mettre. Mais le problème de Derlet, c'est probablement une des raisons pour laquelle les gens n'aiment pas trop Derlet, c'est qu'il veut trop clarifier dans le fond peut-être. Hein. Et clarifier trop le mythe, c'est pas forcément une bonne idée. Hein. Oui, bien sûr. Alors l'auteur suivant, et là c'est les 3 auteurs contemporains, donc la deuxième génération des auteurs du mythe, c'est évidemment Robert E. Howard, que tout le monde connaît pour Conan le Barbare, et Clark Ashton Smith, que les gens en France connaissent moins, mais Clark Ashton Smith était, de leur vivant, Lovecraft n'a jamais atteint la célébrité qu'il a maintenant, évidemment, enfin il est mort dans la pauvreté de toute façon. Mais évidemment, Howard et Smith sont deux auteurs qui étaient des méga stars de Weird Tales, hein, les Pulps, hein, donc les journaux de l'époque où ils publiaient tous les 3 leurs nouvelles, hein, et ils s'écrivaient l'un l'autre. Et donc, c'est avec eux deux principalement que Lovecraft a mis en place son grand jeu qui consistait à donner à Howard et à Smith des idées de noms de dieux, etc. Et il les recasait tous dans leurs propres nouvelles. Et évidemment, comme à l'époque, Wikipédia n'existait pas, les gens qui lisaient Weird Tales, ils disaient mais Smith parle de Cthulhu, et Lovecraft parle de Cthulhu, et Howard parle de Cthulhu, ils parlent tous de Cthulhu indépendamment, ça doit forcer, ou du Necronomicon. Et les gens pensaient que ça existait réellement, puisqu'il n'y avait pas moyen de vérifier l'information. Et si tous les auteurs se mettent à parler indépendamment des mêmes choses, ça crée une verisimilitude au mythe, hein. Mais évidemment tout ça c'était le grand leur grande idée de créer un univers partagé, évidemment, hein. Et donc Robert Howard, je vais pas en dire grand chose parce que j'en ai parlé récemment dans l'épisode avec Xavier, mais donc c'est vrai qu'il a écrit des nouvelles qui sont des nouvelles classiques. Enfin, les gens semblent ignorer parce que je suis pas dans l'imaginaire collectif. Robert Howard, c'est toujours Conan. Ben, ceci dit, il y a peu de gens qui ont réellement lu Conan. Hein, donc, et le film, par exemple, de Conan avec Schwarzenegger, aussi classique qu'il est, hein, le premier. Il se base sur des nouvelles de Lovecraft qui sont pas du tout des nouvelles de Conan le Barbare d'ailleurs. Donc, enfin, il y a des aspects. C'est un mash-up de nouvelles de Lovecraft, de Howard, mais qui sont pas forcément à propos de Conan le Barbare, quoi. Le scénariste a été très créatif au niveau de son mash-up. Alors, le résultat est génial, hein, mais bon. Tout ça pour dire, lisez Conan le Barbare quand même, quoi. C'est une forme d'interprétation des ouvrages. Il y en a bien aujourd'hui qui critiquent beaucoup l'interprétation de Tolkien pour le Seigneur des Anneaux. Bon, là, il y avait déjà une adaptation, mais qui allait peut-être encore plus loin, alors, d'après ce que tu dis, par rapport au livre, du coup. Voilà, et donc... dans les nouvelles classiques, il y a évidemment The Blackstone, la pierre noire. Vous sentez que ça sonne comme des titres de mythes de Cthulhu quand même. Et ça, c'est pas des nouvelles de Conan le Barbare, hein. Il y a des références au mythe de Cthulhu dans Conan le Barbare, mais là je prends des nouvelles qui sont même des nouvelles contemporaines, hein, où ça se passe, enfin contemporaines de Howard et Lovecraft, donc 1920. Hein, et The Children of the Night, les enfants de la nuit, hein, où il va par exemple dans celui-là, il y a le livre The Nameless Cults. C'est un tome du mythe, donc en français, ça serait quoi, les cultes sans nom. Voilà, et donc il a écrit des nouvelles contemporaines sur le mythe de Cthulhu, Howard, et il a écrit évidemment la nouvelle dont je parlais la fois dernière, qui se déroule à l'époque de l'Empire romain, qui à mon sens est clairement la source d'inspiration pour Cthulhu Invictus. Et alors on arrive au troisième de la Trinité, la Sainte Trinité des auteurs du mythe. Donc on a Lovecraft, Howard et Clark Ashton Smith. Et Smith, lui, il est beaucoup plus haut en couleur comme ça, et il va créer des choses qui sont par exemple apparues dans mes parties. Par exemple, il va créer Ubosatla. Ubosatla, c'est la source de toute vie, donc c'est un grand ancien. Et il apparaît ça, c'est un poème de Smith, et il est apparu dans la campagne Par-delà les montagnes hallucinées. Dans les Par-delà les montagnes hallucinées, les auteurs de la campagne considèrent qu'il est dans les profondeurs sous l'Antarctique, et je crois, le personnage de Murat avait
l'avait presque rencontré. Enfin, vous savez que si vous écoutez Les Montagnes Hallucinées, il y a la corruption du boss Atla. Le personnage de Murat était tombé malade et dans Assaut sur les montagnes, la campagne qu'on va jouer, je suis encore en train d'éditer l'épisode, vous allez voir, il y a de nouveau la corruption du boss Atla qui arrive. Donc ça, c'est un dieu très ancien qui a été créé par Smith et qui est intervenu dans les parties qu'on a jouées pour ceux qui ont écouté le podcast depuis très longtemps. Et sinon, Smith, il a créé un truc qui est assez particulier, qui s'appelle l'Averogne. Et l'Averogne, en fait, c'est l'Auvergne. On peut dire que donc Lovecraft crée évidemment Innsmouth, Arkham, etc. Et donc Smith va créer une région de France, donc l'Averogne, qui est évidemment un nom tordu de l'Auvergne, mais donc qui est une région de France, et il écrit des nouvelles dedans qui sont médiévales fantastiques avec des vampires, des loups-garous, etc. C'est pas vraiment des créatures enfin c'est pas vraiment une zone du mythe, c'est plutôt de l'horreur gothique. Ça vaut la peine, hein, on appelle ça le cycle d'Averogne. C'est super marrant de voir un auteur du mythe qui écrit sur la France. De toute façon. C'est peut-être plus pour les aficionados du monde des ténèbres. Du coup, tu m'interpelles sur cette histoire. Oui, mais moi personnellement, je suis très fan, mais je sais pas très bien. Alors, quel est le statut du copyright sur Clark Ashton Smith? Parfois, dans les livres de l'Appel de Cthulhu, bon, ceci dit, je les ai pas tous, vu qu'il y en a tellement du jeu de rôle. Parfois, l'Aveyron est mentionné comme une région de France du mythe. Hein. J'ai par exemple une carte du mythe qui a été éditée par, je pense que c'est Sans Détour, c'est dans la version française que j'ai cette carte. Et alors ils mettent, en Antarctique, il y a la cité des grands anciens, à Innsmouth, il y a les profonds, etc. Et là, en France, il y a marqué Aveyron. Donc, c'est quelque chose qui est mentionné dans les livres de l'Appel de Cthulhu comme le nom d'une région où il y aurait des créatures du mythe ou comme une zone fictive de France. Et alors, évidemment, il y a un scénario de Donjons et Dragons classique qui s'appelle Castle Amber, le château Amber, que j'en avais parlé lors du dernier journal de meneur de jeu, que je rêve de maîtriser, mais le problème c'est que c'est un donjon what the fuck comme je les appelle, hein. Et il faudrait trouver un groupe de joueurs qui serait prêt à jouer vraiment un donjon complètement illogique, hein. Ouais, mais pour ceux qui adorent, ouais. Mais pour ceux qui aiment les donjons illogiques, c'est un grand classique, et dans ce donjon il était inspiré par Lovecraft, par Poe et par Smith. Et donc il y a plein de créatures du mythe, il y a plein de références à Edgar Allan Poe, qui est un autre auteur de l'époque de la fin du 19e, donc de la première génération, un des auteurs dont Lovecraft est fan. Et alors dans ce donjon-là, je fais un peu spoiler, mais enfin bon. Une fois qu'on a exploré le donjon, il y a une porte dimensionnelle qui s'ouvre et on se retrouve en Aveyron et on doit aller explorer l'Aveyron. Et donc, Donjons et Dragons a créé un module sur l'Aveyron de Smith. Très clairement, parce que de toute façon ça s'appelle Aveyron et c'est crédité dans l'introduction. Il remercie les droits d'auteur de Smith d'avoir autorisé la publication. Mais sinon, mis à part ça, bizarrement, ça c'est un truc que je comprends pas, mais il doit avoir un problème de copyright à mon avis. Je comprends pas pourquoi par exemple l'éditeur français Sans Détour, là je leur donne une grosse idée, mais n'a pas encore publié un volume pour les joueurs francophones sur l'Aveyron qui décrivent les différentes villes. En gros, Smith présente certaines villes en Aveyron, etc. Xion, je pense, si mes souvenirs sont bons, de mémoire, le nom de la ville principale. Et alors, il pourrait faire un mix d'horreur gothique et de Lovecraft, ou juste... voilà. Mais il y a plein de choses qui seraient exploitables dans le truc, qui n'ont finalement été très peu exploitées. Donc, je suppute qu'il y a peut-être un problème de copyright qui empêche les gens de le faire, mais... voilà. Ce serait presque intéressant de leur poser la question, en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'on se dit, il y a un truc vraiment en or dans les auteurs classiques du mythe qui se passe en France. Ouais. Et aucun éditeur, même moi, j'en rêverais d'écrire un supplément sur ça, quoi. Je me dis, ce serait trop cool comme on a fait, il y a eu des suppléments pour Le Monde des Ténèbres, par exemple Paris by Night, qui ont été écrits par des auteurs français et qui s'adressent uniquement au public français, évidemment, ça peut pas traduire en anglais. Mais voilà, un supplément du mythe juste pour les joueurs francophones. L'Appel de Cthulhu est assez populaire en France pour que ce soit un succès, hein. C'est pas un problème. Tout à fait. Après, l'Aveyron, donc là, le nom se rapproche de l'Auvergne, mais ça couvre la France ou une région de France, pour bien comprendre, ou est-ce que c'est pas clair ?
C'est une région de France, c'est tout ce qu'on en sait. D'accord. Mais, ok. mais les personnages, ça se passe dans le Moyen-Âge, de toute façon, dans les nouvelles de Smith. Et donc, c'est parce qu'évidemment, il voulait parler du clergé, il y a des histoires autour des cathédrales, etc. Donc, évidemment, il ne pouvait pas faire ça aux États-Unis, logiquement. Il ne peut pas écrire ce genre d'histoire aux États-Unis. Ouais, le background n'était pas bon. Voilà. Et tout ce qu'ils nous en dit, c'est que c'est en France et les personnages ont des noms français. Mais c'est des histoires de sorcellerie, etc. Mais c'est aussi des trucs. Bon, Smith, j'ai dit, il est haut en couleur. Donc, pour donner un peu de spoiler, pour donner une idée, il y a une nouvelle où les habitants d'un village se mettent les uns sur les autres et tous les corps forment un géant gigantesque qui attaque une ville, par exemple. Ça ferait une très bonne scène de scénario de jeu de rôle, effectivement. T'imagines. Enfin, voilà. Smith, c'est pas Lovecraft, donc il a un style assez. Mais bon, ça reste prodigieusement génial. Donc, et donc, c'est vrai qu'il y a des aspects de Smith dans d'autres nouvelles où ils vont sur des planètes extraterrestres et des machins, et on se dit c'est très très loin du mythe de Cthulhu. En tout cas, si des joueurs de l'appel de Cthulhu lisent Smith, ils vont dire mais ça n'a rien à voir avec l'appel de Cthulhu, ce machin-là. Mais en réalité, ce qu'il y a, c'est qu'ils citent des tas d'ouvrages, de noms de sorciers, par exemple le livre d'Eibon et tout ça. Eibon est un des sorciers qui apparaît dans une des nouvelles de Smith. Mais c'est une nouvelle de fantasy, la nouvelle de Smith. Mais chez Lovecraft, ça devient un tome du mythe. Enfin, il reprend le nom du sorcier. Il va prendre des noms de dieux, et c'est des dieux plutôt de médiéval fantastique, mais Lovecraft va reprendre ces noms et en faire des noms de dieux de mythe de Cthulhu en leur donnant une apparence radicalement différente. Il reprend juste le nom et il en fait un dieu. Mais évidemment, pour les lecteurs de l'époque, c'est suffisant pour être complètement mind-blowing puisqu'on lit le nom chez Smith et puis on lit le nom chez Lovecraft. Même si l'interprétation est totalement différente chez les deux auteurs, la similarité des noms suffirait pour intriguer les lecteurs et ils se demandaient quoi, hein, qu'est-ce qui est en train de se passer. Le simple mystère, c'est que Lovecraft avait envoyé une lettre à Smith en disant je peux utiliser ce nom. Non, enfin, il s'était de toute façon mis d'accord au départ, mais c'était juste ça, quoi. Je regardais a priori. Alors non, pardon, je revenais sur d'autres. Je mettrai les liens vers les pages Wikipédia des différents auteurs que tu donnes parce que je pense qu'il y a pas mal de petites choses à creuser si vous voulez aller plus loin au-delà des petites anecdotes et de la vision que tu en donnes. Je crois qu'il y a des visions très complètes des pages Wikipédia, en tout cas là en français. J'imagine encore plus en version anglaise. Je vous mettrai les liens en tout cas. Je vais préparer tout ça. Excuse-moi. Je vais te laisser continuer. Ouais, mais c'est clair que moi, c'est ce que moi j'en ai retenu, etc. Mais par exemple, l'œuvre de Smith, elle est énorme. Donc, il y a beaucoup de choses à en dire. Enfin, voilà, moi, en fait, j'essaie juste de vous donner le goût. Et mon idée, c'est juste de donner envie aux gens de lisez-les tous ces auteurs. C'est vraiment bête de pas les lire. Avant de te laisser continuer, est-ce qu'il y a d'ailleurs dans ce que tu constates, dans ce que tu as comme veille autour de l'univers du jeu de rôle, du mythe de Cthulhu en général, est-ce qu'il y a vraiment ce côté puriste et de l'autre côté les publics plus ouverts, de ceux qui considèrent que non, j'ai l'impression que ça se pose pas trop ce problème-là en disant que il y a que les ouvrages et le travail de Lovecraft qui pourraient faire foi entre guillemets. J'ai l'impression qu'il y a pas trop cette vision-là dans la mesure où déjà, comme tu le disais, le jeu de rôle est une forme d'interprétation et que les gens sont assez ouverts. Après, il peut y avoir des réserves sur tel ou tel auteur, mais de manière générale, les gens ont l'air d'être assez ouverts sur la conception du mythe en tant que tel. Oui, je pense que, mis à part surtout Derleth, évidemment, dont on a beaucoup rejeté l'interprétation. Ceci dit, moi, je rigole avec ça, hein, mais je pense qu'il y a des choses fun à lire chez Derleth. Je dirais pas que c'est tous les gens dont on vient de parler, pour moi, c'est des grands écrivains, mais Derleth n'était pas un grand écrivain, mais ça veut pas dire que c'est pas fun de lire ses histoires. Donc, et encore, comme je l'ai expliqué avec Xavier, dans l'épisode avec Xavier, il a quand même sauvé Lovecraft de l'oubli, donc on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. Sans lui, on n'aurait pas le mythe de Cthulhu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai que l'interprétation derlethienne du mythe, il y avait des idées comme, enfin j'ai dit, hein, donc des dieux bons et mauvais, puis des éléments, des dieux, enfin des forces élémentaires. Donc Cthulhu est un dieu de l'eau, ce que la plupart des exégètes de la théologie Lovecraftienne trouvent débile, puisque Cthulhu est prisonnier dans la mer, donc pourquoi en faire un dieu de l'eau? Enfin, mais ouais, on se demande si Derleth lisait vraiment bizarrement les écrits de Lovecraft. Mais ça avait transparu dans les premières éditions en fait, ça a même
même dans les éditions plus récentes, c'est en train de disparaître dans la 7e édition. Dans la 7e édition, c'est devenu un encart où il y a marqué « Voici l'interprétation d'Erletienne ». On sait que la plupart des gens n'aiment pas, mais on l'avait mis dans le jeu de rôle dès la première édition. Donc, vous la mettez au cas où vous voulez le lire. Mais il y a un encart maintenant. Mais auparavant, dans la première édition, enfin, dès la première édition, Sandy Peterson l'avait pris son interprétation principalement, un des gros détails, c'est qu'il y a marqué les races supérieures et la race serviteur. Mm-hmm. Et donc, on dit, par exemple, Deep One, c'est des serviteurs, enfin, les profonds, c'est des serviteurs de Cthulhu, etc. Et donc, il y avait une hiérarchie dans les espèces du mythe de Cthulhu. Et cette idée de hiérarchie, évidemment, ça c'était vraiment une idée d'Erletienne, de dire telle race est au service de tel dieu, enfin une approche très systématique comme ça, hein, parce que Lovecraft, il fait pas du tout ça, hein, on trouve pas du tout ça chez Lovecraft. Hein. Enfin, par exemple, pour donner un exemple de totalement chaotique qu'on trouve chez Lovecraft, comme on en trouve plein chez Lovecraft, il nous dit que les Shoggoths sont des créations, des choses très anciennes et qu'on les trouve en Antarctique. Et puis dans Innsmouth, il nous dit que les Shoggoths nagent dans la mer avec les profonds. Et on se dit, hein merci Lovecraft, ça n'a absolument aucun rapport, quoi. Ouais. Mais Lovecraft, son but, c'est pas de créer une œuvre cohérente. Pas du tout. Hein. Lui, ce qu'il aime bien, c'est trouver des noms qui sont fun et les caser un peu partout et réexploiter les idées à d'autres endroits en les réinterprétant lui-même. Lovecraft lui-même n'arrête pas de réinterpréter son mythe. Alors, et les autres auteurs, c'est ça qui ont fait le succès de Lovecraft, c'est que les autres auteurs ont alors la liberté de le faire aussi. Mais donc, quand Derlet essaye de créer une approche systématique de ça, dans le fond, c'est quasiment voué à l'échec dès le départ, hein, c'est pas possible. Mais par contre, pour un jeu de rôle, je comprends que ce soit pratique, parce que avoir un truc aussi chaotique que justement des entités qui ont différents comportements à différents moments et qu'on peut voir apparaître dans des situations complètement incohérentes les unes des autres, c'est moins pratique pour un jeu où tu as besoin quand même de quelques repères. Bon, quoique, tu me diras, mais donc du coup, je comprends qu'il y a des éléments de Derlet qui a été repris à la base déjà pour le jeu. Mais moi, je pense que ça dépend du degré de sophistication des meneurs de jeu et des joueurs. C'est-à-dire que à l'époque, évidemment, il devait être systématique, mais à l'heure actuelle, je crois que c'est tout à fait faisable de prendre un jeu de rôle où on donne une interprétation, des interprétations possibles des créatures. Et par exemple, dans Trail of Cthulhu, qui est un jeu entre guillemets concurrent de l'appel de Cthulhu, mais d'un autre grand auteur de jeux de rôle contemporain, avec le système Gumshoe justement, c'est vrai qu'il sort des plaquettes sur les différents monstres, et alors il dit voici pour les profonds, voici une dizaine d'interprétations différentes. Par exemple, parce que au Japon, les profonds seraient des kappa, mais alors est-ce qu'ils auraient des propriétés différentes? Est-ce qu'on peut imaginer des profonds dans Innsmouth, c'est plutôt des hybrides batraciens humains, mais est-ce qu'on pourrait imaginer des profonds qui soient des hybrides requins humains? Est-ce que les profonds ont de la technologie? Si oui, quel type de technologie ils ont? Et donc, en gros, ils donnent pas de réponse. Ils donnent des boîtes à outils aux meneurs de jeu sur comment interpréter les monstres de façon diverse et variée. Et donc, il n'y a pas de version canonique dans le jeu lui-même. Et moi, je trouve ça génial parce qu'à ce moment-là, le meneur de jeu, les joueurs peuvent tomber sur des versions différentes en fonction des scénarios du monstre. Ça encourage la diversité de l'interprétation du monstre, qui est, à mon sens, une des choses les plus importantes dans l'appel de Cthulhu. Mais je pense que pour pouvoir sortir ce genre de produit où on ne donne pas une interprétation canonique du monstre, ou en disant les profonds c'est ça, et puis point barre, il n'y a rien d'autre à en dire, il fallait déjà une maturation du public et des joueurs, etc. Hein, donc, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Ouais, tout à fait. Et puis c'est pas saugrenu finalement d'avoir différentes interprétations. Et ça va carrément contrevenir justement les remarques, contredire plutôt les remarques dont on parlait tout à l'heure, qui disent de toute façon une fois que tu as vu quelques scénarios, tu sais ce que c'est. Tu peux pas être surpris. En fait, il peut y avoir beaucoup d'interprétations différentes. Après. Autant c'est un exercice qui peut être jouable et facile selon les meneurs de jeu. Je peux comprendre, cela dit, qu'il puisse y avoir des joueurs qui puissent être déroutés de voir deux interprétations différentes de la même entité qu'ils ont eu à affronter, par exemple, sur des scénarios différents. Tu vois, une fois, je pense qu'un joueur, à moins qu'il ne se plonge vraiment dans le mythe, et ce qui est peut-être plus le cas des gardiens, des meneurs de jeu, je pense qu'un joueur, une fois qu'il a une image d'un monstre, d'un ennemi, ça va être très difficile
difficile pour lui de le réinterpréter d'une manière différente ou de le concevoir d'une manière différente. Donc c'est quelque chose qui s'utilise peut-être dans certaines situations et qui répond à certains besoins, mais qui va pas répondre à tous les besoins de renouvellement d'une partie de jeu en tout cas. Ouais, mais en même temps, c'est cette sensation que peut avoir le joueur d'être perdu, c'est une bonne chose parce que on n'est pas supposé comprendre les créatures du mythe. Si. Les créatures du mythe sont supposées être incompréhensibles, surtout les grands anciens. Leurs motivations sont supposées être tout autres. Hein, donc, le fait qu'on arrive à comprendre les créatures du mythe, ça va à l'encontre du mythe. Donc, en donnant des informations contradictoires, en tout cas, ou des interprétations contradictoires aux joueurs, on obtient cet effet de, en fait, vous comprenez pas les créatures du mythe, vous savez pas ce qu'elles sont. Ou toutes les idées que vous avez en tête, c'est juste ce que vous, en tant qu'humain, vous pensez comprendre des créatures du mythe. Mais en tout cas, si on arrive à faire passer ça aux joueurs, je crois qu'on a vraiment marqué un gros point sur... Parce qu'évidemment, les profonds, pour maintenir ça, ça devrait pas être juste comme des gobelins dans Donjons & Dragons. Hein, tout à fait. Une créature comme ça, bien claire. Ben, continuons. Évidemment, alors on a fait donc Chambers, Howard Smith. Alors à ce moment-là, dans la timeline, évidemment, il y a Lovecraft, hein, qui est le grand auteur de la 2e génération. Bon, ça, évidemment, on en a déjà. Bon, les joueurs connaissent, hein, enfin les auditeurs connaissent, mais donc il n'est pas aussi systématique que le jeu de rôle peut vous faire croire. Et parfois, il donne beaucoup moins d'informations que le jeu de rôle ne vous donne. Hein. Par exemple, sur Shub-Niggurath, c'est quoi comme dieu? Si on lit Lovecraft, on n'en sait pas grand-chose. Hein. On sait que c'est un bouc avec 1000 chevreaux, mais à part ça... Et avec les bémols d'interprétation dont on se parlait tout à l'heure. Donc là, dans les scénaristes du mythe, ils doivent interpréter dans le jeu de rôle ou dans les auteurs. Par exemple, dans le jeu de rôle, on va dire, c'est plutôt une divinité de la nature, plutôt druidique. Mais tout ça ne se trouve pas chez Lovecraft. Hein. Ouais. C'est juste parce qu'il a écrit le bouc aux 1000 chevreaux, on se dit, ça sonne plutôt druidique, donc on va en faire une... C'est vraiment, on projette sur ce que lui a écrit, quoi. Et donc l'auteur suivant dans la timeline, c'est Derlet, mais ça on en a déjà parlé beaucoup. Je dirais que ses grands apports en termes du mythe, et j'en ai parlé dans l'épisode avec Xavier, donc j'en vois avec ça, c'est évidemment Ithaka, le grand ancien de Windwalker, le marcheur du vent, et puis les Chocho, et puis le fait qu'il a sauvé Lovecraft, hein, de l'oubli. Et puis on arrive dans les auteurs plus récents, on arrive à Frank Bernard Long. Non, j'ai toujours dit Bernard, mais c'est Belknap. Ça s'écrit B-E-L-K-N-A-P, c'est imprononçable. On va l'appeler Frank Long. Et Frank Long, il va écrire les chiens de Tindalos. Et donc les chiens de Tindalos, c'est une des nouvelles les plus populaires. C'est une des créatures. Alors évidemment, là, vous allez me dire aussi, tu l'as jamais couverte dans le jeu de rôle dans le club JDR, mais bien sûr que donc, si. De manière évoquée, mais dans Pathfinder, non, un peu. Bon. Ah oui, c'est vrai, dans Pathfinder, oui. C'est clair. Mais en tout cas, voilà. Et là encore, c'est tout à fait typique. Hein. Ce qu'il y a, c'est que Lovecraft écrit dans ses litanies, hein, donc Yog-Sothoth, Astur, le roi en jaune, et puis il écrit The Hound of Tindalos, les chiens de Tindalos. Ou la meute de Tindalos. Il faudrait mieux traduire par meute parce que on considère que, enfin en tout cas chez Frank Long, dans son interprétation, les chiens de Tindalos n'ont pas une apparence de chien. On les appelle des hounds, donc une meute parce qu'ils traquent leur proie. Mais bref, Lovecraft prend le terme chien de Tindalos. Lovecraft invente le terme chien de Tindalos parce que ça sonne cool, quoi. Et Frank Bernard Long leur donne la forme qu'on a adopté maintenant dans le jeu de rôle. Enfin, je sais pas si je dois spoiler les chiens de Tindalos, mais voilà, c'est une des nouvelles qu'il faut absolument lire, quoi. Et alors, l'auteur suivant qu'on va couvrir, c'est Ramsey Campbell. Ramsey Campbell, c'est un auteur britannique. Il est très jeune et quand il écrit à Derlet pour lui soumettre des nouvelles qui se basent sur le mythe de Cthulhu. Et voilà, on déteste Derlet pour plein de choses, mais Derlet va lui renvoyer des conseils pour améliorer ses nouvelles, et un des grands conseils qu'il va lui dire, c'est n'essaye pas de placer ce que tu écris parce qu'il est anglais, hein, Campbell. Il dit n'essaye pas de placer tes nouvelles aux États-Unis dans la zone de Lovecraft, parce que Lovecraft il écrit la Nouvelle-Angleterre, c'est une zone géographique qu'il connaît super bien. Il adore l'architecture là, etc. Donc il sait décrire la Nouvelle-Angleterre de manière très intime. Mais évidemment Ramsey Campbell il est britannique et donc il ne connaît pas la Nouvelle-Angleterre. Et donc, Derlet, dans sa correspondance, lui dit ne place pas tes histoires aux États-Unis, place-les
place-les en Angleterre. Et donc, il va écrire The Inhabitants of the Lake and Other Stories. Et donc, les habitants du lac et autres histoires. Et donc, il va créer une zone géographique, un peu comme la Vérogne dont on a parlé. Mais celle-là, évidemment, c'est en Angleterre. Et ça s'appelle la vallée Severn, the Severn Valley, qui est une zone géographique en Angleterre qui n'existe pas, qui est une zone évidemment à haut degré du mythe. Et puis, il va créer un grand ancien qui est devenu extrêmement célèbre, qui s'appelle évidemment Glaki, et qui est un grand ancien qui habite dans un lac et qui transforme les gens, qui est une sorte de, je sais pas, une sorte de porc-épic comme ça. En tout cas, il a des sortes de lances, enfin, des immenses épines, ouais. Ouais, qui transpercent les corps et il transforme les gens en zombies. Glaki est devenu un des grands anciens super populaires qui n'est pas de Lovecraft. Hein. Donc on a déjà mentionné, donc le roi en jaune est un grand ancien qui n'est pas de Lovecraft. Ubosatla est un grand ancien qui est de Smith et pas de Lovecraft. Et donc voilà, maintenant on a Glaki qui est un grand ancien de Campbell et pas de Lovecraft. Et donc maintenant, récemment, il y a un scénario qui a repris Glaki. Évidemment, parce que je ne sais pas quels sont le copyright aussi pour lui, parce que évidemment Ramsey Campbell est toujours vivant. Donc il n'est pas dans l'open source comme Lovecraft ou comme les auteurs qui datent des années avant les années 50. Et donc je suppose que si on veut écrire à propos de Glaki, on doit avoir son autorisation en termes de copyright. Mais vraiment, ces nouvelles sont vraiment très très cool. Et surtout si on veut jouer, ah oui, évidemment Ramsey Campbell, forcément il y a des tas en termes de jeux de rôle, des tas de suppléments qui sont sortis pour Cthulhu Britannica, donc l'Angleterre cthulhienne. Mais dès qu'on parle de Cthulhu en Angleterre, ben forcément l'œuvre de Ramsey Campbell est un must incontournable. Et dans les scénarios, ils vont mentionner la vallée Séverne, etc. Par exemple, même dans Cthulhu Invictus que j'ai, quand ils parlent de Britannica, donc l'Angleterre à l'époque romaine, et ben ils parlent des Severn Valley, Glaki est déjà là dans le lac, etc. Donc voilà, forcément les créateurs de jeux de rôle qui couvrent l'Angleterre, pour eux l'œuvre de Campbell est un must. Très bien, on continue du coup notre voyage à travers les écrivains. Eh ben, il nous en reste plus que deux. Je vais d'abord dire un mot de Stephen King, qui est probablement un de ceux que les gens connaissent le mieux. Et puis je terminerai avec Thomas Ligotti, qui est l'un des plus grands génies dans le mythe de Cthulhu. Stephen King, il a été très inspiré par le mythe, il s'en cache pas, il le cite dans des préfaces. Et donc il écrit il y a des histoires de Stephen King qui sont très clairement inspirées du mythe, et même les histoires qui passent forcément du mythe, il mentionne parfois Stephen King Lovecraft dedans, ou des choses de Lovecraft. Donc il y a Jérusalem Lot. Alors c'est pas Salem's Lot. Salem's Lot, c'est une histoire de vampire, style Dracula, qui est très bien, qui se passe dans une ville qui s'appelle Salem. Mais en fait, il a écrit un préquel à ce roman qui s'appelle juste Jérusalem's Lot et qui se passe au 19, sur la fin du 19e, début 20e, je sais plus. Bon, en tout cas, qui se passe dans le passé du roman, puisque le roman Salem's Lot est contemporain. Et dans cette nouvelle, évidemment, c'est un village où tous les habitants du village ont disparu. Et il y a eu un rituel qui s'est déroulé dans le village qui a très mal tourné. Et des gens vont dans le village et bon, voilà, c'est une nouvelle du mythe. Les choses ne se finissent pas bien, disons-le. En général, ouais. Ouais, donc ça, c'est clairement une nouvelle du mythe. Il cite même un tome du mythe qui n'est pas de lui, donc il y a une référence au mythe de Cthulhu totalement explicite dedans. C'est pas une nouvelle, c'est pas une référence du mythe de Lovecraft, c'est pas un tome du mythe de Lovecraft, c'est un autre auteur. Mais donc voilà, c'est vraiment à 200% une nouvelle du mythe de Cthulhu. Et puis évidemment, il y a The Mist qui est vraiment très cthulhien. De par les thèmes. Bon, ça c'est toujours la question, est-ce qu'on donc il y a deux façons de faire du mythe de Cthulhu. Hein. Il y a utiliser le vocabulaire du mythe, réutiliser les noms, invoquer Cthulhu, Shub-Niggurath, etc. Façon Easter eggs, c'est peut-être le plus simple finalement. Ouais, c'est ça. Et puis alors ou carrément reprendre des créatures. Ça peut être plus qu'un Easter egg. On peut refaire une nouvelle histoire avec des profonds, des migots, etc. Ou Cthulhu lui-même. Hein. Il y a pas mal d'auteurs qui font ça. Mais il y a aussi l'approche reprendre des thèmes. Évidemment, de Myst, c'est vraiment un des grands thèmes, les grands thèmes Lovecraftiens. Hein. Les créatures qui sont là n'en ont rien à foutre des gens. Enfin, elles sont pas là. Comment dire ? Elles sont pas maléfiques. Les créatures du mythe ne sont jamais maléfiques. Elles dévorent les gens parce qu'elles ont faim. Enfin, les
légendes sont pas des sont pas des choses importantes pour elles. Elles vaquent à leurs propres occupations, etc. Et donc c'est ça, c'est un des nouveaux. Il y a certainement d'autres choses. Hein. Récemment, je pense aussi Hit, hein, ça. Parce que finalement, Hit est une sorte de grand ancien. Je pense, il faudrait que je relise les détails, mais si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est un météorite qui s'est écrasé sur Terre qui a amené Hit, et la créature se nourrit des peurs et prend la forme du clown, etc. Mais dans le fond, Hit, c'est un grand ancien Lovecraftien, je pense. Donc, enfin bon, après, voilà, il y a des puristes qui veulent débattre. L'interprétation. Mais par exemple, pour donner un contre-exemple, Jérusalem's Lot, qui est une histoire de vampire, voilà, style Dracula. Dracula s'installe dans la ville de Jérusalem. Ça, c'est pas un roman Lovecraftien de Stephen King, ou par exemple The Shining, c'est pas un roman Lovecraftien de Stephen King. Donc Stephen King écrit les deux types, mais il y a des nouvelles de King où il casse des easter eggs, comme tu dis, donc ça, on est sûr que c'est une nouvelle Lovecraftienne. Il y en a d'autres qui thématiquement se ressemblent à Lovecraft, et puis il a écrit tellement, il est tellement prolifique, King, qui couvre d'autres styles d'horreur aussi, mais voilà, de l'horreur gothique avec des vampires, par exemple. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est de l'horreur gothique, mais enfin des vampires, en tout cas. Parce que c'est pas très gothique, Jérusalem's Lot, mais il y a des vampires dedans. Oui, il est assez, enfin, c'est quand même un auteur hyper intéressant, parce que, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui spéculent sur le fait que c'est pas forcément lui qui écrit tout, j'en sais rien, j'ai pas envie de rentrer dans le débat, mais c'est hyper intéressant parce qu'il couvre beaucoup de thèmes différents, du fantastique, de l'horreur. Moi, je me rappelle est-ce que tu as lu la Ligne Verte, qui a été adaptée en film, et qui à l'époque était sortie par série de petits livres où en fait il écrivait un peu la suite au fur et à mesure qu'elles étaient diffusées. Enfin, seuls les grands auteurs peuvent faire ce genre de choses, je pense, mais typiquement c'est des thèmes qui sont assez indéfinissables, je trouve, et c'est un auteur super intéressant parce que pour le grand public ça permet justement d'aborder tous ces sujets qu'on aborde sous l'angle nous de Lovecraft, mais sous un angle peut-être plus accessible pour le grand public. Je dis pas que c'est ouvert à tout le monde, mais en tout cas ça couvre tellement de thèmes que c'est un moyen un peu détourné de découvrir le mythe. Je trouve ça intéressant en tout cas. Oui, et puis je crois qu'il y a différentes catégories d'auteurs du mythe. Hein. On peut dire qu'il y a un peu des tâcherons du mythe, c'est-à-dire des gens qui finalement font juste des sortes de pâles imitations, ou parfois on utilise le terme de pastiche du mythe. Bon, Derleth est un peu dans ce trip-là. Il essaye juste de faire du Lovecraft, mais en moins bon que Lovecraft lui-même. Mais les grands auteurs du mythe font pas faire ça, évidemment, parce que ce sont des grands auteurs en propre de leur propre chef, et donc Stephen King tombe clairement dans cette catégorie-là. Ils vont essayer de transcender le mythe, et donc ils vont faire leur propre sauce. Et donc, dès qu'on tombe sur un auteur qui est un grand auteur lui-même, il va forcément pas se contenter de juste faire un scénario de l'appel de Cthulhu, quoi, en gros. il va pas se contenter de juste faire un pastiche ou une imitation de Lovecraft. Bah, je pense qu'il y a des grands auteurs du mythe dans les auteurs de jeux de rôle, hein, mais qui eux-mêmes transcendent le mythe, hein, mais en gros on peut voir, et moi ici, je pense que tous ceux que j'ai cités ici, mis à part Derleth, sont des grands auteurs du mythe, donc forcément des gens qui ont réinterprété les choses à leur sauce, mais des auteurs du mythe qui font que enfin, c'est pas plagiat, mais de l'imitation, il y en a des tonnes, évidemment. Et donc voilà, le dernier auteur dont je voulais parler, ça sera Thomas Ligotti. Ligotti, c'est juste, lui, c'est vraiment, parce que moi en fait finalement j'ai pas tellement lu de Stephen King, je dois confesser. J'en ai lu un petit peu, j'ai essayé de trouver une liste sur internet des nouvelles du mythe qu'il avait écrit, et j'ai lu celle-là. mais je suis pas, je suis dit, je reconnais le talent de Stephen King, hein, c'est pas ça, mais je suis pas forcément le plus grand fan de Stephen King au monde. Mais Thomas Ligotti, lui, je l'ai découvert récemment avec la série True Detective, hein, qui est sortie il y a 2-3 années là. Et beaucoup de gens, quand True Detective est sorti, tu as vu True Detective ? J'ai vu des premiers épisodes, et à l'époque j'avais commencé à regarder ça avec madame, et qui n'avait absolument pas accroché. Et je pense qu'il faut être ouvert quand même. Du coup je l'ai pas repris depuis, mais il faut que je le regarde effectivement. Alors True Detective, ça c'est super intéressant parce que ils invoquent le roi en jaune et Carcosa, etc. Mais je pense que là, on est clairement dans l'interprétation. Les gens évidemment ont dit c'est une nouvelle Lovecraft, c'est une série de TV Lovecraftienne.
Non, c'est justement une série TV chambersienne. Donc, ils reprennent les éléments de Chambers du Roi en jaune, donc l'auteur presque original après Bierce, là, celui qui a écrit vraiment Le Roi en jaune. Ils reprennent pas d'éléments de Lovecraft du tout. Donc, c'est assez intéressant de voir la nouvelle justement de voir la série TV pour voir une série qui ne se base pas sur Lovecraft, mais qui se base sur Chambers. Mhm. Et l'autre élément, c'est que un des deux flics, hein, il y a deux flics, il y a un des deux flics qui est extrêmement pessimiste et qui se lance dans des grandes tirades, donc qui est joué par McConaughey, là, qui se lance dans des longues tirades extrêmement philosophiques sur la nature humaine, mais dans une perspective extrêmement nihiliste et déprimée. Lui, ce qu'il dit est vraiment très inspiré de Thomas Ligotti, au point que certaines personnes ont dit que c'était un plagiat. C'est-à-dire que le scénariste de la série TV aurait dû créditer Thomas Ligotti pour toutes les idées qui sont véhiculées par le personnage principal de McConaughey dans la série. Bon, ma position sur le sujet, c'est que, bon, évidemment, Thomas Ligotti est toujours vivant, c'est toujours ça le problème, mais bon, en même temps, ce qu'on est en train de voir, c'est que les auteurs du mythe, ils n'arrêtent pas de se reprendre les uns les autres. Non, est-ce qu'on doit vraiment jouer au jeu il y a des copyrights et il faut s'empêcher les uns des autres de reprendre les idées? Je suis un peu embêté par ce genre d'approche, mais après coup, dans les bonus DVD de la série TV, le scénariste de la série TV il dit une de mes sources d'inspiration est Thomas Ligotti. Mais bon, est-ce qu'il le dit parce que on est après la shitstorm qu'il y a eu sur Internet, où on l'a accusé de plagiat ou pas? Mais bon, voilà. Donc moi, évidemment, à cette époque, je me suis dit, mais c'est qui ce Thomas Ligotti dont tout le monde parle comme si c'était un dieu vivant? et donc Thomas Ligotti, c'est le dernier que je l'ai lu vraiment très récemment. C'est prodigieux. Hein. Alors lui, il ne met aucun. En tout cas, je suis dans les nouvelles que j'ai lues jusqu'à présent, et j'en ai lu 5 ou 6 maintenant. Il ne met aucun easter eggs, donc on pourrait dire que Thomas Ligotti ne fait pas de Lovecraft. Si on se base sur le critère, il faut qu'il y ait des easter eggs pour que ce soit du Lovecraft. Il fait pas du Lovecraft. Mais en tout cas, en tout cas, lui, il transcende vraiment le genre du mythe de Cthulhu en gros, on pourrait dire que c'est une sorte de nouveau Lovecraft. Hein. Il invente son propre mythos au fur et à mesure. Mais bon, on est clairement dans une forme de mythos. Il a vraiment une sorte de philosophie qui est derrière lui, qu'il exprime à travers ses romans et qui font qu'on se demande s'il a une santé mentale totalement normale. Ah, forcément, ça va te plaire, ouais, c'est normal. Ouais, ça va te plaire parce que je dois dire que quand tu lis ça, c'est comme quand tu lis Lovecraft, tu te dis le mec, il peut pas être totalement sain d'esprit, c'est pas possible. Il a écrit un livre qui est de philosophie qui s'appelle The Conspiracy Against the Human, donc la conspiration Against the Human Race, en 2010, qui s'appelle donc La conspiration contre la race humaine. Et dans ce livre-là, il présente sa philosophie sous forme de livre de philosophie, et donc visiblement pas juste dans la bouche de ses personnages. Et donc c'est dans ce livre-là que les dialogues qu'on voit dans True Detective. Donc, si vous avez vraiment aimé le personnage de McConaughey dans True Detective, toutes les lignes, enfin, tout ce que dit McConaughey, on disait, était quasiment repris in extenso de ce bouquin-là. Celui-là, je l'ai pas encore lu, donc j'ai pas d'avis sur la question. Mais en tout cas, c'est ce que les critiques de la série, ils avaient tous adoré la série, mais ils trouvaient qu'ils auraient dû créditer Thomas Ligotti comme une source d'inspiration très très claire. Il a juste repompé ce bouquin de philo-là. Voilà. Comment décrire les nouvelles de Thomas Ligotti? C'est très très dur à décrire comme style. Évidemment, je sens que je devrais en décrire au moins une pour ah oui, voilà, comment décrire ça. En fait, on est souvent dans la tête du cultiste et pas dans la tête du héros. Oui. Et donc, on entend les pensées du cultiste. Et donc, forcément, si on est dans la tête du cultiste, ça donne une perspective vraiment très particulière sur les événements en train de se dérouler. Et donc, par exemple, il y a une nouvelle qui s'appelle Les Fleurs, où on voit un personnage qui est en train de séduire une fleuriste parce qu'il adore les fleurs. Et il y a un calendrier de date. Et alors, la nouvelle commence par « Aujourd'hui, les fleurs ont fleuri ». Et puis... C'est marrant comme ça sonne vachement malsain tout d'un coup. C'est clair.
Ouais, voilà, ça c'est du Thomas Ligotti pur et dur. En fait, il arrive à te prendre un truc complètement... Non. Le truc qui met un peu mal à l'aise et qui fait ok, oh là. Voilà. Et alors, donc il va séduire, il essaye de séduire une fille parce qu'il veut la convertir à sa pratique. On sait pas trop ce qu'il fait. On sait qu'il aime beaucoup les fleurs. À un moment, il est en train de décrire qu'il montre à la fille une sculpture qu'il a faite où il y a une sorte de... C'est très très vague. Et justement, Ligotti, il est super vague. Tout est laissé à l'imagination du lecteur comme ça. Mais on a l'impression, d'après ce qu'il dit, qu'il y a une sorte de protubérance, une plante qui est en train de sortir du crâne d'un animal. Et puis finalement, évidemment, il n'est pas content de la fille. Parce que apparemment elle accroche pas à son hobby, quoi. Et puis ça se termine par aujourd'hui les fleurs ont fleuri. Et c'est la fin de la nouvelle, quoi. Puis à la fin, le lecteur imagine que c'est quelque chose qu'il fait à la fille, mais c'est entièrement laissé à l'imagination du lecteur. Et la simple image est tellement évocatrice. Enfin, ouais, c'est vraiment très dur à décrire. Alors, est-ce que c'est du mythe de Cthulhu? En tout cas, c'est malsain à crever, ça c'est sûr. Et puis c'est très personnel, quoi. Enfin, je veux dire, en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on retrouve facilement et c'est très original, quoi. Mais de ce que j'en comprends, hein, parce que j'ai pas lu, mais ouais, on retrouve pas ça ailleurs et c'est très suggéré, quoi. C'est super suggéré. On est toujours en train de se demander, le lecteur est toujours en train de se demander ce qui est en train de se passer vraiment. Et souvent, il utilise des artifices que Lovecraft utilisait, du genre, un des artifices qu'il utilise que Lovecraft n'a jamais utilisé, c'est qu'on est dans la tête du cultiste et qu'on entend le cultiste penser. Enfin, il n'utilise pas le terme de cultiste, mais on est dans la tête du jardinier, par exemple, qui est tellement fan des fleurs. Dieu sait ce qu'il fait vraiment, et on voit le monde à travers ses yeux. Et donc, ça c'est vraiment... du coup, c'est vraiment malsain à crever parce qu'on est dans la tête de quelqu'un qui est clairement pas sain d'esprit. Enfin, je sais pas comment le décrire, mais il utilise son vocabulaire, donc les fleurs fleurissent pour c'est comme ça que le personnage perçoit ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment un artifice. Alors, il utilise aussi des artifices comme Lovecraft, où la personne n'est pas le cultiste, c'est la victime de ce qui est en train d'arriver, mais à ce moment-là, elle est aussi la narratrice, et ça, c'est un des trucs où le narrateur, c'est dans Lovecraft, on a ça, hein, je suis à ma fenêtre, le monstre est en train d'arriver, il est en train de se faire tuer, il est toujours en train d'écrire la nouvelle, quoi. Je meurs, c'est vrai. Tu sais, des trucs. Lovecraft, il faisait des trucs comme ça, et tu dis, mais c'est complètement débile, quoi. Comment est-ce qu'elle est encore en train d'écrire? Et Ligotti utilise ce genre d'artifice. Il a une nouvelle que j'ai lue aussi récemment où la narratrice est en train d'écrire ce qui est en train de lui est arrivé en real time comme ça, et ça fonctionne, quoi. Tu te dis what the fuck, comment il arrive à s'en sortir avec ça, quoi. Donc voilà, enfin Ligotti c'est clairement un des plus grands auteurs contemporains de l'appel de Cthulhu, en sachant qu'il ne mentionne jamais aucun des monstres de Cthulhu à ma connaissance. Donc et si vous avez adoré True Detective, il faut lire Ligotti, vous adorez. Mais bon, honnêtement, je vais te dire un truc, hein. Je pense que je lis beaucoup de mythes de Cthulhu, et on revient sur le sujet dont on avait couvert la dernière fois. J'ai peu souvent peur. Je lis et puis je trouve ça fun et j'aime bien le mythe, mais j'ai pas vraiment peur. Mais quand tu lis Ligotti, c'est tellement malsain que c'est dérangeant plus qu'effrayant, quoi. Ouais, t'as presque la nausée quand t'es en train de le lire. T'es là, tu t'as envie de poser le livre en disant non, je veux plus lire ça. Ce qui fait que tu te demandes vraiment ce qui passe dans la tête du mec, quoi. Comment tu peux écrire des choses pareilles, quoi. Tu sais, c'est une sorte c'est la fameuse, pour arriver à comprendre un tueur psychopathe, c'est que tu dois être un tueur psychopathe toi-même. Enfin, je sais pas comment tu peux. Ça m'est arrivé très rarement, mais ce sentiment là, je l'ai déjà eu avec un bouquin qui s'appelle Sukwan Island, qui est absolument pas lié au mythe dont j'ai déjà parlé, notamment dans des podcasts, et qui est un livre qui se lit très très vite. C'est juste une relation père-fils dans une cabane isolée, on va dire. Mais alors le film, le livre, au bout d'un moment, tu as vraiment ce sentiment de malaise et de nausée, et tu as vraiment envie de mettre de côté le bouquin et de te dire oh, je le finirai pas ou je le lirai plus tard. Je connais des personnes à qui je l'ai prêté qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Et je pense que c'est un petit peu ce que ça inspire, ce que ça invoque, ce que tu décris, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai que parfois j'ai un peu le rêve ou le fantasme
fantasme d'écrire moi-même des nouvelles de l'appel de Cthulhu, de me lancer dans l'écriture de nouvelles, mais quand je lis Ligotti, je me dis, oh putain, il est trop génial le mec, et probablement que ma santé mentale est trop bonne pour écrire Il faut que tu laisses passer quelques années et quelques heures de lecture encore, quelques centaines d'heures de lecture encore. Ou alors tu dois prendre quelques substances. C'est possible aussi, oui. Après, concilier ça à une vie de père de famille, c'est à arbitrer aussi. Et ben voilà, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait discuter. Est-ce qu'on a 3 minutes pour dire un petit peu ce qui va arriver sur Club JDR ou pas? Ouais, on peut, ouais, c'est clair, moi j'ai le temps. Ouais. En tout cas, j'ai posté les 2 épisodes de Cthulhu Confidential qu'on a joué avec Thomas là. J'espère que ça a plu au lecteur dans le style assez différent, surtout le système de règles qui est tellement particulier. Mais sinon, dans les choses que je suis en train d'éditer pour le moment, j'ai 2 épisodes qui vont venir de Assaut sur les montagnes hallucinées, hein, donc mes joueurs sont vraiment repartis sur la glace. Vous allez voir, hein, parce que comme tu le disais la dernière fois, c'est la même histoire, mais le metteur en scène c'est Quentin Tarantino cette fois-ci dans le genre de jeu. les joueurs n'en reviennent pas, quoi. C'est même plus pulpiste, c'est super héroïque pulpiste, quoi. En gros, c'est en fait comment dire, oui, Achtung Cthulhu a proposé des personnages pré-tirés qui dans un supplément là, et je les ai fournis aux joueurs, mais ces personnages pré-tirés ont des caractéristiques spéciales. Pour donner un exemple, le nouveau personnage d'Alain est un sorcier du mythe, et il s'est lancé des tonnes de sorts super balèzes, mais évidemment sa santé mentale est de 20, un truc comme ça, quoi. Et donc, il est super balèze, mais évidemment, dès qu'il y a un monstre qui apparaît, il sombre en folie et il sait plus rien faire pendant tout le combat. Enfin, c'est fragile quand même. Et un des autres personnages qu'ils ont pris, c'est Raphaël a pris un personnage. C'est un personnage d'Indien. Il a un pendentif. Quand une créature du mythe apparaît, le pendentif s'ouvre et le pendentif est connecté à un dieu très ancien. Et alors il y a des tentacules qui sortent du pendentif et qui attaquent la créature. Et alors ce qui est génial évidemment, c'est que tu as une chance de survivre à des créatures du mythe super balèzes. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'ils manifestent leur propre pouvoir, ils se chopent des pertes de santé mentale monstrueuses, quoi. Donc chaque fois que l'œil s'ouvre, par exemple, et que des tentacules sortent pour défendre le groupe. Déjà, si t'es devant, elle t'attaque quand même, donc les autres doivent vite sauter derrière. Ils doivent se planquer. Et 2, ils se chopent un des 10 de perte de santé mentale à chaque fois que Raphaël active son pouvoir. Et en plus, l'activation n'est pas optionnelle, c'est moi. Dès qu'il y a une créature du mythe qui se pointe. Donc en fait, ils ont des pouvoirs super balèzes, mais leur santé mentale, je crois qu'ils sont perdus déjà des 40 points de santé mentale par partie. Par contre, ils survivent au combat, c'est pas un problème. Ah bah faut choisir, ils sont jamais contents après aussi, c'est pas drôle. Enfin, c'est génial, je crois que ça va plaire aux auditeurs. C'est très très différent, les showrunners n'en revenaient pas, quoi. Enfin bref, je sais pas à quel point je dois spoiler, mais je peux te dire qu'il y a des combats avec des shotguns où le personnage de David est en train de tirer à la sulfateuse. En même temps, quand tu te lances dedans, tu sais à quoi tu sais peut-être pas à quoi t'attendre à ce point-là, en tout cas. Mais... Ouais, c'est juste parce qu'ils ont c'est des super... En fait, j'ai appelé ça les Avengers versus les forces du mythe, quoi. C'est des super-héros. Le personnage de David a une sulfateuse, donc une mitrailleuse avec le signe des anciens gravé dessus, donc c'est capable d'affecter les créatures du mythe, quoi. Mais alors, dès qu'il y a une créature du mythe, il commence à inonder toute la salle à coups de cartouche, vraiment. Ah, c'est une autre interprétation, c'est une autre façon de le voir. Ça, c'est clairement une autre interprétation, ouais. Donc voilà. Donc en gros, ils vont survivre à toutes les créatures du mythe, mais je crois qu'en 3 parties, ils vont tous être à l'asile d'aliénés, ça va être fun. La campagne va être terminée. Vous êtes dans un asile d'aliénés. Il se dirige tout droit. Excellent. Bah écoute, j'ai hâte d'écouter ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette revue. C'était, ça m'a permis d'apporter beaucoup d'intérêt à tous ces bouquins là. Je pense que je vais moi m'y plonger. Je pense que ce sera le cas aussi des poditeurs. Et puis c'est un bon angle de départ pour découvrir la largesse du mythe tel qu'il a été, tel qu'on le perçoit souvent sous l'angle de Lovecraft parce qu'on est joueur de jeux de rôle, mais qui est bien plus large. On l'a vu pour cet épisode. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette revue. Ouais, à la prochaine fois. À très bientôt. Ciao et ciao à tous. Bye bye.